Oui, vous restez Madame Cosse, exactement. Puisque la, Moi, j'en la, fais deux. la table ronde Comptabilise l'aller-retour en train. de midi vous concerne également. Elle s'intitule Transition énergétique, environnementale et cadre de vie, avec un sous-titre inscrire résolument l'action du logement social dans la transition environnementale par l'adaptation du cadre de vie. Effectivement, Madame Cosse, vous restez avec nous. Je rappelle, bien évidemment, que vous êtes l'ancienne ministre du Logement. J'invite également à nous rejoindre Madame Catherine Mauguin-Sicard. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au maire de Limoges, vice-présidente de Limoges Métropole et présidente de Limoges Habitat également. J'invite également Monsieur Laurent Guéquière à nous rejoindre. Vous êtes directeur des affaires européennes et relations internationales à l'USH. Jean-Luc Gors va également prendre part à cette table ronde. Vous êtes le directeur général d'Aquitanis. J'appelle également Stéphane Tronel, directeur général d'Immobilière Atlantique Aménagement. Et bien sûr, Muriel Boulmier, vous restez à nos côtés. Muriel va revenir dans un instant. Parfait. Donc, pour cette table ronde sur la transition énergétique et environnementale, je vais commencer par poser une question à Monsieur Gors. Les dernières élections municipales, dans le contexte de la crise sanitaire et de la sortie du confinement, ont installé la question environnementale dans les préoccupations de l'ensemble des acteurs. Le confinement a probablement repositionné aussi l'habitat dans les préoccupations des Français, avec une différence notable de vécu selon la qualité du cadre de vie et le confort du logement de chacune et de chacun. Comment le bailleur social prend-il en compte ces questions ? Oui, bonjour. Je vais enlever ça, ça va aller mieux. Tout d'abord, la question environnementale et sociétale n'est pas nouvelle dans les organismes HLM, et notamment à Aquitanis, puisque ça fait maintenant à peu près 10 ans qu'on a engagé une démarche RSE, et une démarche qui s'inscrit vraiment dans notre quotidien, puisqu'elle s'incarne vraiment autour des activités opérationnelles et de support de l'entreprise. Cela se traduit notamment par, et c'est ce qu'on a voulu toujours développer à Aquitanis, l'implication forte des habitants dans nos projets. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble essentiel que les projets se fassent avec les habitants, avec les riverains, et on ne peut pas penser des projets seuls dans notre coin pour pouvoir les imposer comme ça, j'irai sur le territoire et dans les divers milieux où on intervient. Alors la RSE, chez nous, elle s'est traduite en 4 axes. Un premier axe qui était sur la gouvernance et le dialogue avec les parties prenantes. Un deuxième axe qui était sur l'engagement pour et avec les salariés, parce que là aussi, il faut bien compter avec, toutes les compétences internes de nos organisations, et aussi le bien-être et la considération des habitants, qui est une action forte, dans nos axes RSE. Et bien sûr, on vient de l'évoquer toute cette matinée, la dynamique des territoires et le respect de l'environnement. Voilà. Et ça aussi, c'est une des dernières actions qui est très chère à Aquitanis et que nous avons développée maintenant depuis une dizaine d'années. On a été pour cela d'ailleurs, récompensé, on va dire, dans le cadre de la norme ISO 26000 par l'AFNOR, puisqu'on a été positionné, en exemplaire, en catégorie exemplaire, dans cette norme internationale. Et cette période de confinement, comme vous l'évoquiez, elle a renforcé, en tout cas dans l'esprit des Français, l'appartenance à un souhait, ou du moins un souhait, d'appartenance à un habitat individuel. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, j'étais encore hier, on était en AG à la Fédé des OPH, et hier à Paris, et un de nos collègues me disait, il habitait dans l'Orne, et il me disait, j'ai un copain qui est agent immobilier, et en fait, depuis la fin du confinement, on était plutôt, un département où on était en crise sur, l'habitat individuel. Et aujourd'hui, tout se vend à un prix vraiment épatant par rapport à ce qu'on avait jusque-là l'habitude. Et donc, on voit bien qu'on a un changement de comportement aussi du logement et de l'appréhension du logement après confinement. Et les personnes, donc, c'est pour ça que je pense que le milieu rural va tirer aussi
j'irai profit de cette période de confinement. On en parlait ce matin, mais je pense que beaucoup vont se tourner vers de l'habitat individuel. Alors il ne faut pas qu'on revienne aussi, j'irai, à ce qu'on a connu depuis un certain nombre d'années, avec des gens qui partent à 30 km et qui se retrouvent sur les bouchons de la Rocade à Bordeaux tous les matins. Et c'est pour ça qu'il faut penser autrement, à mon sens, le logement maintenant, et en adaptant notamment et en concevant des logements différemment. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on prenne techniquement, il faut qu'on repense comment on fait du logement. Alors en individuel comme en collectif, que ce soit sur l'agencement de logement, avec, à mon sens, des espaces polyvalents dans les logements qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui. Espaces polyvalents qui peuvent servir à télétravailler, mais aussi, je n'en sais rien, de salon télé ou je ne sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, des espaces qui n'existent pas. On l'a bien vu pendant le confinement, tout le monde était derrière sa visio. Alors, des fois, c'était dans la cuisine, dans la chambre, on voyait passer les gamins, derrière, devant, enfin, le chien, le chat, tout le monde. Et donc, on a bien vu aussi la difficulté qu'avaient les personnes à pouvoir télétravailler sereinement. Et donc, on a besoin de ces espaces, alors, à l'intérieur des logements, mais je dirais aussi à l'extérieur des logements. Et ça, je pense qu'on a déjà commencé un peu cette mue dans le logement social. On a fait, ça peut être comme ici d'ailleurs, un espace commun exactement. Mais on a fait des espaces communs aussi, espaces communs où les résidents peuvent se retrouver et peuvent faire du coworking. Et peuvent faire quelques jours de télétravail aussi avec d'autres. Parce que se retrouver tout seul aussi chez soi, c'est pas toujours la panacée. Bon, voilà. Donc on a ce mode-là à réinventer, à mon sens, ou du moins à amplifier, parce qu'on a commencé à le faire un peu partout. Et puis on parlait aussi, qu'est-ce qu'Aquitanis a pu mettre en place depuis quelques années. Vous me posiez la question sur ces questions. Je pense qu'il y a aussi une action militante dans notre action depuis quelques années. On pourra en reparler peut-être après. C'est notamment comment faire en sorte de réfléchir avant de démolir. Est-ce qu'on peut reconvertir le bâtiment avant la démolition ? Il y a un dogme aujourd'hui en France, et notamment de l'ANRU, sur ces questions-là. Systématiquement, on pense démolition. Peut-être qu'à certains endroits, il en faut, dont acte. Mais pensons d'abord à essayer de rénover, à recycler des bâtiments et à faire en sorte qu'on recharge les bâtiments pour plusieurs années, je dirais, en termes d'utilité sociale. Parce que ces bâtiments, des fois, sont très bien placés en ville et que si on les démolit, on ne retrouvera jamais autant de logements aussi bien placés. Et donc, on consomme aussi du foncier quand on veut, je dirais, démolir ces bâtiments-là et qu'on veut en reconstruire, parce que jamais on ne reconstruira autant au même endroit. Et donc, on consomme comme ça de l'espace naturel, on amplifie les villes, on expatrie les personnes hors des métropoles ou hors des villes, alors qu'on pourrait les conserver à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'aspects comme ça. Et puis, dernier point, je pense qui est fort aussi dans cette question, c'est comment, mais Sigrid l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, la coopération. Je pense qu'on est plus fort à plusieurs, et on voit bien que la coopération, qu'elle se fasse avec les habitants, avec les riverains quand on développe nos projets, c'est essentiel à mon sens aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, notamment si on veut qu'il y ait une acceptabilité, je dirais, de notre pouvoir d'agir, ou du moins de l'imposition comme ça à certains endroits de bâtiments. Mais la coopération, elle se crée aussi entre bailleurs ou entre, dans la profession. Et on le voit bien, nous, on a créé un certain nombre de coopérations, que ce soit avec Mesolia sur la création d'une société anonyme de coordination, bien avant la loi Elan. Notre SAC, aujourd'hui, regroupe des activités de centre de relations clients avec 30 personnes, regroupe, je dirais, des activités de prospection foncière, regroupe des activités maintenant de syndic solidaire. Et on voit bien que la coopération, elle passe aussi entre nous. Et on va peut-être aussi entamer, on a déjà fait un certain nombre, je dirais, de coopérations avec Domo France, on parlait tout à l'heure de loyer plus charge. En effet, c'est une question fondamentale. Et quand on s'est posé cette question-là avec Francis Stéphane sur les aubiers, construire une chaufferie biomasse pour apporter
ou du moins faire en sorte que les charges chauffage restent, je dirais, le plus longtemps possible à un niveau acceptable, oui, ça c'est de la valeur ajoutée aussi par rapport à ce qu'attendent les habitants aujourd'hui et à ce qu'on veut faire du logement demain. Madame Moguien-Sicard, on va rester sur cette idée des envies qui ont pu évoluer durant le confinement et qui vous concernent assez directement à Limoges Métropole, parce que vous avez un parc de logements sociaux qui est important, mais qui est relativement concentré sur la ville de Limoges elle-même. Quels sont les besoins de requalification du parc actuel à l'aune justement de ces nouvelles préoccupations ? Alors effectivement, pour Limoges Métropole, parc social important, 21 000 logements sociaux, très concentrés sur la ville-centre, 9 quartiers prioritaires, donc là on a vraiment la totale. Donc il y a un enjeu majeur, et c'est dans ce contexte-là justement que Limoges Métropole a choisi d'aider les bailleurs dans la transition énergétique. On a un soutien des opérations, notamment de réhabilitation lourde des logements sur les quartiers NPRU, puisque c'est 20% hors taxe de l'opération, mais avec des exigences effectivement en termes énergétiques. Il faut qu'il y ait un impact fort aussi sur les charges des locataires, sinon ça n'a pas de sens. Et puis un soutien sur toute la partie résidentialisation des projets liés au projet NPRU. Juste pour vous donner un ordre d'idée, donc sur les 9 quartiers prioritaires, un premier quartier commence à voir la fin du PRU 1. 3 quartiers, donc 2 d'intérêt nationaux, le Val-de-Laurence et Beaubreuil, un projet d'intérêt régional avec un projet d'écoquartier sur les portes ferrées. Donc un enjeu important, et du coup une participation aussi financière de Limoges Métropole pour les bailleurs sur les quartiers NPRU où on est à 2 000 € par logement, et hors NPRU 500 € par logement. Donc au-delà de tout ça, c'est une vraie stratégie d'habitat social qui est un vrai enjeu aujourd'hui, et sur lequel on doit s'appuyer, alors encore une fois, au travers de tous les projets NPRU, mais aussi sur le centre-ville, alors le centre-ville de la ville-centre, c'est le cas de le dire, la ville de Limoges, mais aussi sur les centres-bourgs de Limoges Métropole. Je reviendrai, sans faire le débat de tout à l'heure, sur il ne faut pas effectivement mettre en confrontation l'habitat, l'investisseur privé et le bailleur social. Limoges, nous sommes dans le dispositif Action Cœur de Ville. Il est important, à mon sens, que les bailleurs sociaux comme les investisseurs privés, c'était l'occasion pour nous d'être présents au salon Patrimonia, d'expliquer qu'on a besoin d'investisseurs privés. Les bailleurs sociaux ne peuvent pas tout faire. Par contre, effectivement, on a des enjeux majeurs sur ces centres-villes et centres-bourgs. On a une population qui a besoin de logement. L'exemple type, c'est qu'on n'a pas de vacances sur le centre-ville, ce qui n'est pas le cas sur les autres quartiers. Donc l'enjeu majeur, c'est de pouvoir faire accélérer le positionnement des bailleurs, des ESH. On a un beau projet avec Noalis sur un quartier qui est encore un peu difficile pour ceux qui connaissent, qui est le quartier Carnot. Un enjeu majeur avec le projet de réhabilitation de la caserne Marceau. Et du coup, et je remercie Élodie, la directrice qui est là, parce que c'est le lancement de belles opérations à venir. Par contre, effectivement, il faut avoir les fonds derrière, c'est compliqué. Il faut avoir une maîtrise du foncier, d'où l'utilisation, le partenariat, la convention qu'on a avec l'EPF. Donc tout ça, ça a une importance pour nos populations, pour pouvoir se loger correctement en centre-ville, lutter aussi contre l'habitat indigne. Donc tout ça, c'est lié. Très bien. Madame Cos, à l'instant, Madame Moguien-Sicard disait ces réhabilitations, ces requalifications, bien évidemment, elles ont un sens, notamment pour la transition environnementale et énergétique, mais il faut, disait-elle, qu'il y ait un impact fort sur les loyers où ça n'a pas de sens.
Ça nécessite bien évidemment des investissements. Le plan de relance qui a été dévoilé courant septembre annonce 500 millions consacrés aux réhabilitations et requalifications lourdes dans le parc social. En Nouvelle-Aquitaine, on peut estimer le besoin d'investissement en la matière sur les prochaines années à près d'1 milliard. Quel regard portez-vous sur ces mesures ? Vous savez combien le plan de relance a prévu d'argent pour le logement social globalement ? C'est que ça représente combien en pourcentage ? Francis, tu as écouté la même Assemblée Générale que moi hier, donc tu devrais le savoir. 0,5%. Même moi, je n'avais pas réalisé que c'était si fait. Je savais que c'était fait, mais voilà. En fait, le seul domaine où le plan de relance nous a identifié en tant que tel, c'est en effet sur la rénovation. Surtout la rénovation, on va dire, énergétique, alors que je pense que le débat est plus global et c'est la rénovation cadre de vie, enfin, me semble-t-il. Donc, est-ce que les besoins sont couverts ? Non. Néanmoins, comme nous sommes des gens positifs et actifs, moi, je me dis, peut-être que je suis un peu encore naïve, mais il faut un peu de naïveté pour faire des choses. Vous savez, les plans de relance, c'est des annonces de crédit, et puis Laurent va l'expliquer sur les crédits européens, où en fait, à un moment, il faut dépenser l'argent. Donc, moi, je me dis aussi que si on est capable d'aller porter beaucoup plus d'opérations que prévues, on sera aussi en capacité de montrer que justement on a besoin de plus d'argent. Pourquoi je dis ça ? Quand on a fait les prêts de haut de bilan avec la BEI, la première génération en 2016, c'est parce que les bailleurs sociaux ont été extrêmement au rendez-vous au début qu'on a pu aller chercher la deuxième. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se pose la question de est-ce qu'on nous propose correspond vraiment à nos besoins. C'est plutôt comment est-ce qu'on fait là pour accélérer les choses. Alors il y a la question en effet de la rénovation. J'écoutais quand tout à l'heure le président du conseil départemental disait que son parc HLM, il disait j'ai 25% en classe G et F. Ce qui est énorme par rapport à... J'ai oublié le chiffre qui est sorti là, il y a une semaine, mais dans le logement social, je pense qu'on est à moins de 10% globalement. 8. Et ce qui est dramatique dans son exemple à lui, c'est que là où les loyers sont bas et donc les organismes HLM ont quand même une ressource moins importante, on leur a mis la RLS par-dessus, ce qui fait qu'ils ont encore moins de capacité à justement rénover pour avoir du bâtiment de qualité, parce que là il parlait des classes, mais on imagine le niveau de charge que ça veut dire derrière. Qui sont donc considérables. Et un enjeu pour un bailleur social, c'est que le couple loyer plus charge soit contenu. Parce que faire des loyers bas, parfois on a du mal, mais on y arrive. Mais si les charges s'envolent, on aura des logiques d'impayés et de désastres de la même manière. Et me semble-t-il, et c'est là où je pense que le plan de relance est un peu aveugle, c'est qu'aujourd'hui, il n'amène pas de réponse, par exemple, à l'office HLM Corrèze Habitat. C'est quoi vos besoins ? On y va, on vous aide. Et c'est vrai que typiquement, un office c'est très lourd comme investissement à sortir. Et c'est là où moi j'aimerais, alors peut-être qu'avec le plan cumulé de la Caisse des dépôts, on aura des facilités, mais aujourd'hui, on nous donne des injonctions de rénover sans en fait permettre aux opérateurs qui sont, me semble-t-il, les plus loin de le faire. Je prends moi-même l'opérateur que je préside, Coalia Habitat, qui n'a que des foyers de travailleurs migrants, tous construits dans les années 50 ou 60, donc je ne vous fais pas le paysage. Moi, j'ai même des bâtiments que je dois démolir sans les reconstruire, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui d'habitants du tout. On est dans des foyers industriels qui n'existent plus. Mais je ne suis pas financée pour démolir, pas financée de rien. Et comme nous sommes un bailleur d'intérêt général, nous allons quand même démolir et financer ça sur nos fonds propres. On ne va pas laisser ça à la commune concernée. Mais la réalité, est-ce que c'est logique ? Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'on peut se poser des questions, mais en plus, comme on ne finance pas bien les démolitions, on va se poser la question d'autant plus. Par contre, il faut quand même être réaliste qu'il y a des endroits où on n'a plus les habitants. Parce qu'on a eu aussi des bassins de vie qui ont complètement été modifiés. Et là, on aura besoin de détruire, de rénover et de faire du cadre de vie. Moi, je crois qu'il faut que le plan de relance affine les choses là-dessus, ou peut-être que c'est à nous de les faire s'affiner, parce qu'en fait, on a des grandes lignes plutôt de slogans. Et le deuxième sujet, c'est sur la rénovation urbaine. Il y a eu des annonces qui ont été faites sur le fait que l'État allait ponctionner Action Logement de sa ressource pour 1 milliard. Dans le même moment, toutes celles et ceux qui ont des programmes de rénovation urbaine, je crois que personne n'a obtenu le financement qu'il souhaitait par l'ANRU.
mais même pas à 80%. Je pense que tout le monde est plutôt entre au mieux 60 et parfois 40% des ambitions. Et moi, je n'arrive pas à comprendre, si on veut faire un plan de relance, pourquoi simplement on ne décide pas d'augmenter la part globale du budget dédié à l'ANRU pour que les ambitions portées par les bailleurs et les communes puissent être mises en œuvre là maintenant. Je dis, alors évidemment, c'est le cas. Enfin, je pense que ça soit à Limoges ou dans la région parisienne, dans des très gros projets qui concernent des milliers de logements, on a le même problème. C'est-à-dire que comme on ne nous met pas l'aide au départ, on va faire de la petite rénovation, on ne va pas répondre aux problèmes urbains et on ne va pas recréer de l'attractivité pour justement sortir des ségrégations territoriales qu'on connaît. Et c'est là-dessus où moi j'attendais le plan de relance. Il y a d'autres mesures, mais au moins là-dessus. Parce que rénover énergétiquement, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Hein. Si à côté, on a un immeuble... si on vit mal dans cet immeuble, ce n'est pas parce qu'on payera moins de charges que les choses iront mieux, me semble-t-il. Ça sera juste un petit plus. Bien sûr, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la table ronde s'intitule bien « Transition environnementale, énergétique et cadre de vie ». Oui, vous vouliez réagir, Madame Moguin. Je voudrais quand même rebondir. C'est un sujet très vaste. Et effectivement, la rénovation urbaine, comme vous le dites, ce n'est pas uniquement des démolitions et de la réhabilitation énergétique. Effectivement, c'est un vrai projet urbain avec de l'intégration urbaine. Et il n'y a pas que la notion habitat, c'est la notion transport, c'est la notion commerce de proximité. Tout ça, c'est une évidence. Par contre, effectivement, si les bailleurs avaient un peu plus de moyens financiers pour démolir, parce qu'à mon avis, c'est là où on peut changer les choses, il faut démolir pour reconstruire ailleurs. Ça nous permet d'attirer de nouvelles populations, d'éviter les communautés sur les quartiers où effectivement rien n'a changé depuis des années, où les bâtiments sont des passoires énergétiques et ont de vrais problèmes de sécurité. Donc effectivement, la rénovation urbaine, ce n'est pas uniquement la réhabilitation par la transition énergétique. Madame Boulier. Oui, moi je trouve qu'on est là au cœur même de notre réflexion sur un passé qui illustre notre histoire et on voit bien que le logement, ça n'est pas 10 ans. Le logement, c'est 40 ans, 50 ans, et donc ce sont des histoires successives, mais que nous devons assumer pour ce qu'elles sont, et y compris assumer financièrement. Et puis, c'est aussi, évidemment, s'inscrire dans l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, c'est, de manière raisonnée et raisonnable, c'est la transition environnementale. Cette transition environnementale, nous y sommes engagés dedans depuis d'ailleurs un certain temps. La question, c'est comment est-ce que nous allons la financer à 2 titres. La première, au titre de ce qui était autrefois cette innovation excessivement moderne, l'ANRU. C'est-à-dire, on réfléchissait autrement en sanctuarisant des choses et en se plaignant qu'elles existent. L'ANRU, elle a fait son temps. Elle est nécessaire, mais certainement pas dans l'acception qui a présidé à sa naissance. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons 25 000 logements qui sont des passoires énergétiques. Nous avons plus d'1 milliard à investir en 3 ans. Eh bien, il est évident que quand je regarde 1 milliard pour la Nouvelle-Aquitaine, 500 millions dans un budget de relance nationale, vous comprenez bien que ça fait mal au cœur. Vous comprenez bien qu'on est légitime à dire que c'est de l'incantation et que le logement n'est pas partie prenante de ce plan de relance. Et ça pose le problème qu'évoquait Jean-Luc, c'est-à-dire, est-ce que nous allons devoir tout démolir? Non. Est-ce que nous allons devoir démolir ce qui est déjà complètement vide? Sans doute. Et donc, si, comme vous le disiez tout à l'heure pour Limoges, nous ne démolissons pas, ça veut dire qu'il faut recréer des cadres de vie. Recréer des cadres de vie, c'est 60 000 € par logement, dès lors que nous sommes obligés de revoir tout le système de chauffage, puisque nous ne pouvons pas désormais recourir à des énergies fossiles. Et donc, ceci m'amène évidemment à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à comment nous travaillons avec la région, autorité de gestion, sur les fonds structurels que nous amenons jusqu'au financement des cadres de vie. Ce que permet les nouvelles réglementations, et Laurent, évidemment, est là pour nous emporter le témoignage et nous le décrire.
Néanmoins, pour ça, il faut, que nous nous familiarisions avec ces nouveaux dispositifs, que nous les approchions sans en avoir peur, et 2, que les services compétents, régions, départements, communes, sachent de quoi on parle. Et c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'Union européenne comme un distributeur automatique de billets, mais qui voient ces financements-là comme des financements de projets, de vie, de localités, de communes, de territoires, qui nous permettent d'aborder des financements importants qui sont déjà des financements mixés. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que la transition environnementale, c'est un enjeu de société, mais c'est aussi un enjeu de justice sociale. Et c'est donc aussi un enjeu européen, vous venez de l'évoquer, Madame Cos également l'avait évoqué avec notamment la Banque européenne d'investissement. Monsieur Guéquière, Laurent Guéquière, vous êtes représentant de l'USH à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, justement, l'Europe peut aider, peut apporter son écho en cette période évidemment particulière avec beaucoup de plans qui sont remis en cause par d'autres priorités liées à la crise sanitaire? Oui, effectivement, on est dans un contexte un peu particulier au niveau de l'Union européenne où les valeurs ont quelque peu évolué. Nous étions dans une logique de contrôle, de fiscalité, d'aide d'État. Aujourd'hui, on est dans une recherche du rôle que peut jouer le logement dans la lutte contre la crise et notamment par rapport aux enjeux climatiques. Et ça change complètement la donne et nos relations que nous avons avec la Commission européenne et avec le Parlement européen où la question du logement est pleinement aujourd'hui prise en compte. On a encore eu hier à l'AG des offices l'intervention du commissaire en charge de l'emploi et des droits sociaux, qui nous a effectivement assuré de son appui par rapport aux actions que nous avons pu conduire dans Utile Ensemble, mais également dans l'Alliance Logement Social avec la BEI et la CEB. J'aimerais revenir sur le volet thermique, puisqu'effectivement, on attend dans le mois qui suit une communication de la Commission européenne qui va présenter une vague de rénovation thermique des bâtiments. C'est un des dispositifs du Green Deal qui a déjà été adopté et qui vise effectivement à assurer un zéro carbone en 2050 pour tous les bâtiments de l'Union européenne. Donc c'est un objectif méga ambitieux, compte tenu des données que nous avons. Il y a eu un rapport du Parlement européen adopté la semaine dernière, et qui montre bien effectivement le caractère d'ampleur de cet enjeu. Quelques données, le bâtiment dans l'Union européenne, c'est 40% de la consommation énergétique de toute l'Union européenne, c'est 36% des émissions de CO2 et 97% du parc immobilier de l'Union européenne n'est pas suffisamment efficace énergétiquement pour atteindre l'objectif de zéro carbone en 2050. 97%. On n'en est aujourd'hui qu'à 0,2% de rénovation thermique dans les États membres au niveau du bâtiment. Et donc il y a vraiment un enjeu de booster complètement, de changer de braquet au niveau de la rénovation thermique, et l'Union européenne va apporter les moyens financiers pour aider les États membres à aller dans ce dispositif. On considère également que 94% des bâtiments d'aujourd'hui existeront toujours en 2050. Et donc on peut effectivement avoir une stratégie de démolition pour reconstruire au mieux, effectivement, compte tenu des coûts unitaires de réhabilitation thermique qui sont aujourd'hui avancés. On est à plus de 70 000 euros par logement. À ce prix, est-ce que ça vaut pas mieux de démolir pour reconstruire effectivement au top au niveau énergétique ? La question est posée. Et surtout, on a aujourd'hui en taux de rénovation simplement 0,2% du parc immobilier qui fait l'objet de rénovation thermique. Donc on est très très loin des objectifs à atteindre dans la vague de rénovation thermique. Si on atteint le chiffre de 3% en 2030, c'est 210 millions de bâtiments à rénover thermiquement. Ça crée 2 millions d'emplois, donc il y a quand même un effet sur l'emploi et sur la crise très important. Ça représente 9% du PIB. Et donc on est donc dans une logique aujourd'hui où le logement social est identifié comme un vecteur de cette réhabilitation thermique, comme une intervention prioritaire. C'est le cas effectivement dans le Green Deal et dans cette vague de rénovation thermique. Et on le retrouve bien entendu dans les nouvelles priorités, à la fois de la politique de cohésion, qui est gérée par les régions, et donc par la région Nouvelle-Aquitaine, pour la période 2021-2027, mais également
dans tout le dispositif anti-crise qui est aujourd'hui développé et dans lequel s'inscrit le plan de relance français. Là également, le montant alloué au logement social est dérisoire par rapport à ce que suppose la Commission européenne, on l'a évoqué tout à l'heure. Elle centre effectivement plutôt son attention sur les propriétaires privés pour réhabiliter directement leur logement. Et il y a de nouveaux instruments qui sont en train d'être mis en œuvre à travers notamment le plan de relance européen qui vont pouvoir être mobilisés à grande échelle par les organismes HLM. On a parlé de la Banque européenne d'investissement, on travaille effectivement avec elle dans le cadre d'une alliance avec la Caisse des dépôts. Il y a des garanties publiques de l'Union européenne que l'on peut obtenir à travers le programme InvestEU. Et surtout, je dirais que dans le cadre de la politique de cohésion qui arrive à son terme cette année, on peut réinjecter jusqu'en 2023 de nouveaux budgets au niveau régional pour aider la réhabilitation thermique du logement social. Donc, on va changer complètement de nature, on va changer complètement de braquet. C'est plus 2-3 points d'efficacité énergétique en plus. C'est vraiment une réhabilitation très lourde par étape, sachant qu'il faut atteindre des objectifs en 2050. Et donc ça nous oblige à revoir complètement notre politique d'investissement en matière de rénovation thermique. Monsieur Tronel, on vient de le dire, anticiper, imaginer, la transition environnementale, c'est une affaire bien évidemment de long terme. À côté de ça, les acteurs du secteur ont assez peu de garanties sur le long terme, on l'a également rappelé au cours des différentes tables rondes. Comment concilier finalement ces deux états de fait? Je rappelle que donc, vous êtes le directeur d'Immobilière Atlantique Aménagement. Bonjour à tous. Immobilière Atlantique Aménagement, en tant qu'ESH responsable, tient à jouer un rôle important dans la transition énergétique. D'ailleurs, à ce titre, ça fait longtemps qu'on a engagé une démarche RSE. On est certifié ISO 26000 et depuis peu ISO 50001, qui est un garant de cette performance énergétique, puisque l'ISO 50001, c'est justement de pouvoir garantir la performance énergétique, l'amélioration de cette performance énergétique en continu. Donc il est de notre devoir de contribuer en effet à la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de notre environnement, mais également de l'amélioration des conditions de vie de nos habitants, en jouant donc sur cette performance énergétique et l'amélioration de leur confort. Aujourd'hui, nous sommes en capacité d'agir sur notre patrimoine existant. On a à peu près 18 000 logements en Nouvelle-Aquitaine, mais également sur les constructions neuves en faisant de la haute performance énergétique. Alors Atlantique Aménagement, sa politique s'articule autour de 5 axes. La première, c'est de diminuer les charges locatives de ces locataires en diminuant en effet donc, la consommation d'énergie au niveau de leur chauffage, mais également de leur chauffage et de leur chaudière. Chauffage et eau chaude, pardon, excusez-moi. Pour ce faire, nous intervenons donc en réhabilitation sur nos 18 000 logements et nous aurons d'ici 2020 éradiqué toutes les étiquettes énergétiques EFG. Donc on n'aura plus de passoires thermiques. Bien sûr, sur la construction de logements neufs, c'est mettre de la haute performance énergétique. Le deuxième axe de cette stratégie, c'est d'utiliser donc de l'amélioration en mettant des matériaux nouveaux, en mettant des matériaux nouveaux, pardon. Béton. Faites un gros travail d'innovation notamment. Voilà, c'est expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles installations et des matériaux innovants. Donc le béton décarboné sur des bâtiments neufs, c'est des murs perspirants, des fenêtres pariotodynamiques, excusez-moi le mot berbère, c'est des fenêtres à énergie renouvelables et qui permet de diminuer la déperdition de chaleur de plus de 70% par rapport à des fenêtres classiques. C'est également bien sûr les panneaux photovoltaïques et puis les bâtiments connectés. Le troisième axe, c'est d'insérer des critères de performance énergétique dans la conception de nos bâtiments. C'est de veiller au respect de la réglementation au niveau des exigences énergétiques. Mais surtout, et enfin, en tant que cinquième axe, c'est d'améliorer en continu notre organisation et notre performance énergétique sur nos bâtiments actuels et sur les futurs bâtiments. Alors concrètement, comment ça se traduit sur le terrain? Donc sur la réhabilitation, on essaye de faire un peu un mixte énergétique. Alors on a eu une opération assez innovante. On a une particularité sur Immobilière Atlantique Aménagement, 50% de notre patrimoine, ce sont des logements individuels. Donc on avait pas mal de passoires thermiques en chauffage électrique et on a eu une opération de mettre des poêles à bois qui correspond maintenant à 80% de la source de chaleur sur les logements.
On a bien sûr changé, alors sur d'autres logements, des chaudières en chaudières à condensation. On a mis des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation. On a également mis ces fameuses fenêtres ENR à énergie renouvelable, les pariato dynamiques. On a également changé, je l'ai dit, les chaudières à condensation. Donc on a fait un mixte énergétique et au vu de ces réhabilitations, ça nous a permis d'éradiquer toutes nos étiquettes EFG, nous faire gagner plus de 25%, enfin faire gagner à nos locataires plus de 25% de leurs charges et même parfois sur certaines opérations aller à 50%. J'ai un exemple à vous montrer. Alors, c'est une commune rurale dans le sud des départements des Deux-Sèvres, la commune de Celles-sur-Belle. On a un lotissement de 83 logements des années 70, des grands logements T4, T5, avec une étiquette F et un coût de consommation énergétique de plus de 1 400 € par an pour nos habitants. On a changé les chaudières, on a mis des chaudières à condensation, on a fait de l'isolation extérieure également, et on a mis ces fameuses fenêtres ENR. Et aujourd'hui, donc, on est passé d'une étiquette F à une étiquette C, et le gain est de 50% sur les charges d'un locataire. Il ne paye plus qu'à peu près 700 € par mois. Sur les bâtiments collectifs, c'est comme beaucoup l'ont fait, c'est de l'isolation par l'extérieur pour nous faire tomber en étiquette B, et donc aussi un gain important au niveau de la consommation d'énergie. Donc voilà, c'est un mixte énergétique sur tout ce qui est réhabilitation, et aujourd'hui, Atlantique Aménagement, en fin d'année 2020, aura éradiqué toutes ces étiquettes très énergivores. Concernant les logements neufs, donc on s'est inscrit depuis longtemps sur une haute performance énergétique. Alors bien sûr, c'est ce qu'on dit E+, c'est moins, donc moins d'énergie et moins de carbone, pardon, plus d'énergie et moins de carbone. Depuis 2014, l'ensemble des constructions d'Immobilier Atlantique Aménagement sont en RT 2012 moins 20%, ce qui permet une consommation en équivalent kilowattheure de 45 par an et par mètre carré, ce qui est inférieur aux normes. Et on a également une grande politique de bâtiments passifs. Aujourd'hui, nous avons 273 logements qui ont été livrés, où la consommation est de moins de 15 kWh par an et par mètre carré. Et nous en avons 280 en cours de construction. Donc, pareil, des politiques ambitieuses sur la construction neuve. Plus généralement également, notre politique ne s'accompagne pas uniquement sur le bâtiment. On a mis une sorte de programme de fidélisation de nos locataires avec une campagne d'éco-gestes. Lors de l'entrée dans les lieux de nos locataires, dans les 3 mois qui suivent, le gardien de l'immeuble ou une personne, lorsque c'est des logements individuels, une personne de notre entreprise va faire une visite de courtoisie pour le sensibiliser sur certains éco-gestes. Alors c'est la gestion du programmateur de la chaudière, c'est également la gestion de l'eau en mettant des mousseurs, c'est la gestion de l'électricité, mais c'est aussi également pour préserver notre environnement, le tri des déchets. Et cela est relié avec un programme de fidélisation qu'on appelle réciproque, où chaque année, pour les locataires qui s'inscrivent dans cette démarche, ensuite, on va vérifier qu'ils ont pu diminuer leur consommation d'énergie, leur octroyer un nombre de points, et après un certain nombre de points, éventuellement des bons d'achat dans l'habitat. La démarche d'Immobilier Atlantique Aménagement va aussi au-delà que du simple logement. C'est aussi réduire le carbone pour notre flotte automobile. C'est tout ce qui est installation des parties communes avec des éclairages photovoltaïques en autosuffisance. Donc une démarche ambitieuse, mais au travers, je vous l'ai dit, cette certification ISO 50001. Pour Immobilier Atlantique Aménagement, ça représente des investissements en construction et réhabilitation d'environ 100 millions d'euros par an. Donc on est un acteur important au niveau économique, économie locale. Ça touche près de 1000 entreprises et ça permet de pérenniser à peu près 1000 logements, 1000 emplois par contre, ou créer 1000 emplois sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc pour répondre à votre question, oui, on peut œuvrer dans la transition énergétique, tout en relançant l'économie et en préservant le cadre de vie de nos locataires. D'accord. Alors, ces tables rondes sont l'occasion parfois de consensus, mais parfois aussi de désaccord. Monsieur Gors, je crois que vous souhaitiez réagir peut-être à certains propos qui se sont tenus tout à l'heure. Ça concernait, je crois, la requalification notamment, et la réhabilitation peut-être des logements sociaux. Juste parce que j'ai la profonde conviction que, et je pense que ça avait été démontré dans les premiers retours des premiers projets en rue, et c'était malheureusement, j'allais dire, un petit peu
le constat qu'on faisait sur le terrain, c'est qu'en fait, les premiers projets en rue n'ont pas changé aussi considérablement que ça la population dans les quartiers. Ça a été un constat, je pense qu'on l'a tous remarqué. Ça a généré en effet beaucoup de démolitions, beaucoup de restructurations, beaucoup de constructions. Mais en fait, socialement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc je pense qu'il faut plus leurrer quoi, dans ce que produit la politique des rénovations urbaines dans nos quartiers. Ça ne changera pas et on ne changera pas, je dirais, fondamentalement en tout cas, je dirais le parc social et je dirais socialement ça ne mutera pas aussi rapidement qu'on pourrait l'espérer. Voilà, donc c'est pour ça que moi je pense beaucoup à la régénération du parc existant, parce que en effet on peut toujours dire que le parc existant il fonctionne mal, il faut le détruire parce qu'on détruit une image à un moment donné et puis on repart sur autre chose de nouveau. Dont acte, ça peut être, je dirais, voilà, une idée tout à fait louable. Pour autant, je pense que vraiment, on n'aura pas l'argent bientôt pour le faire, quoi. On ne pourra plus démolir. Et à mon sens, il vaudrait mieux penser une prime à la régénération du parc existant, le faire autrement, le penser autrement, parce qu'on voit que de toute façon, les comportements changent aussi quand on change les logements. Et moi, j'en suis persuadé. On l'a testé, 530 logements au Grand Parc à Aquitaine ici. Le confinement nous a donné encore plus raison, j'irais, d'avoir fait cette réhabilitation, cette régénération du parc de cette façon-là, en agrandissant les logements et en offrant des espaces complètement différents, des jardins d'hiver allant de 25 à 45 mètres carrés, des surfaces dont les locataires aujourd'hui peuvent jouir tous les jours et toute l'année. Ils sont dedans, ils sont dehors. Quand ils habitent au 15e étage, pour faire jouer les enfants, ils n'ont pas à descendre les 15 étages, aller surveiller leurs gamins en bas. Ils peuvent le faire dans ces espaces-là. Et c'est un véritable confort, et je pense que tout le monde est gagnant. Le locataire est gagnant parce qu'il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on ne mute pas 500 familles, 530 familles, on ne consomme pas d'espace naturel supplémentaire pour reconstruire, puisqu'en fait 530 logements sur 3 bars, on n'aurait jamais reconstruit ça au même endroit, on aurait consommé énormément d'espace naturel, et en plus on a des loyers qui sont quand même abordables, et on conserve des loyers abordables, avec donc là pour le coup aucune augmentation de loyer sur ces régénérations-là de bâtiments. Mais au moins, on a des logements bien placés, rechargés, comme je le disais tout à l'heure, d'utilité sociale et sociétale. Et donc, il faut... je pense que ça n'a pas fait école encore. Je ne comprends pas pourquoi en France encore on s'obstine à vouloir démolir systématiquement et à penser démolition avant régénération. Voilà. On peut faire des démolitions, c'est tout à fait normal, peut-être à certains endroits, mais pensons d'abord à faire autrement, parce que tout le monde y est gagnant. Madame Gosse, sur ce questionnement précis, est-ce que vous partagez d'abord ce sentiment que l'on a plus tendance à démolir qu'à requalifier? Et puis, comment l'expliquez-vous si c'est le cas? Je ne sais pas si on a plus tendance à démolir ou pas, parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Le gros problème qu'on a, c'est le dogme. C'est ça le problème, parce qu'en fait, je pense qu'à chaque quartier, il y a des solutions différentes. Moi, j'ai siégé au CA de l'ANRU pendant 5 ans quand j'étais vice-présidente de la région Île-de-France. J'ai passé 5 ans, comme j'avais une grande liberté de parole, puisque j'étais juste financeur. J'ai passé mon temps à me battre avec l'ANRU parce que c'est ça le problème, c'est le dogme. Avec une agence qui veut un quota de démolition pour réfléchir à l'ambition qu'a le maire pour son quartier ou à l'ambition du bailleur. Et en plus, c'est antinomique avec le discours qu'on a qui est « ayez de l'ambition pour vos quartiers et pour votre population ». Et il y a des endroits où il faudra évidemment démolir. Il y a des endroits où on a des immeubles qui sont dépassés, y compris d'un point de vue architectural. Il y a des erreurs aussi urbaines qui ont été faites. Il y a d'autres endroits, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai surtout qu'il y a des endroits où on a, c'est rare, mais il nous arrive d'avoir du logement social abordable, extrêmement bien situé, dans des zones qui sont aujourd'hui au cœur de la spéculation immobilière. Et là, moi, la question que je pose, c'est pourquoi l'ANRU veut absolument qu'on démolisse. C'est un débat qu'il y a beaucoup en PACA, par exemple, notamment à Marseille, même s'il y a des endroits où je comprends qu'on démolisse, mais aussi en Île-de-France. Quand on se bat 10 ans pour amener un métro et une station de tramway, et que vous avez du logement social qui est juste là, et qu'on nous explique qu'on va être exproprié,
moi, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est la première chose. Et le problème, c'est le dogme. Et actuellement, en plus, le dogme, il est renforcé par le fait que comme on nous a demandé d'avoir beaucoup d'ambition, mais il n'y a pas les enveloppes financières derrière. Donc toutes les revues de projet qui ont eu lieu avec les bailleurs sociaux, à chaque fois, c'est raboté. On dit on va financer la tranche 1, la tranche 2. On demande aux bailleurs de voir sur 10 ans, mais on leur demande d'être financés que sur 5 ans. Je ne crois pas que ça soit possible. Et y compris, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai vu en tout cas des sujets en Ile-de-France sur des très très grands quartiers d'habitat social, où bailleurs et élus locaux en commun s'interrogent de savoir s'ils commencent ou pas la phase 2 de l'ANRU, parce qu'ils n'ont pas de visibilité à 5 ans, et que donc commencer à déménager quasiment 600 ménages, parce que souvent c'est de ça dont on parle, ou alors par tranche de 200, vous commencez une tranche et vous ne savez pas si vous êtes capable de dire des choses à 10 ans, ça n'a pas de sens. Et c'est là en fait on est mis en difficulté. Après, il y a aussi des endroits, moi je le dis sincèrement, parfois j'ai visité du logement social, c'était inadmissible de voir encore du logement social d'une telle indignité. Et il fallait, je pense, démolir. Mais on le voit aussi qu'on travaille avec les habitants. Il y a des endroits où les habitants veulent un renouveau très fort. Il y a d'autres endroits où ils veulent participer. En effet, régénération, je pense que c'est le bon terme. Après, les bailleurs sociaux, ils font avec les injonctions des élus, du PLU, des financements, de plein de choses, du préfet. On essaie de faire au mieux pour les habitants. Ce que je pense qu'on ne doit pas oublier, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, quand même, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? À la fin, on loge des gens qui ont des vies, des vrais gens qui, en effet, je crois que ça a été dit ce matin par Pierre Urmic, mais avoir la chance d'être logé dans un logement social dans sa vie, à un moment, ça peut représenter quelque chose d'énorme pour sa vie personnelle, parce que le mal logement ou le fait de consacrer énormément d'argent à se loger, ça a des impacts psychosociaux et ça a des impacts importants pour les familles. Donc je pense que nous, on n'oublie pas à la fin qu'on loge des gens. On les voit, hein, les locataires, c'est quand même nos interlocuteurs premiers. Et il faut qu'on arrive à les mettre au cœur aussi de cette décision. Et c'est peut-être ça, en fait, notre problème aujourd'hui. Même quand on parle de rénovation énergétique, qui sont essentielles, moi, j'adorais faire... ça m'a fait super envie avec Laurent. On s'est dit, il faut faire tout ce que vous faites à Atlantique Habitation. Mais 100 millions d'euros par an, vous voyez, 100 millions, on a droit à 500 millions dans le plan de relance. Et en fait, il faudrait qu'on fasse tous ce que vous faites. Parce qu'en plus, c'est une promesse au locataire. Vous ne lui faites pas juste une rénovation, c'est qu'il a un gain à la fin. Mais voilà, pour faire ça, et pour pouvoir montrer au locataire qu'on a raison de le faire, il faut aussi des moyens financiers qui existent, mais qu'en fait, on ne nous accorde pas. Moi, c'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Qu'on ne vous accorde pas, comme vous le disiez, pour des raisons dogmatiques. Ce dogme, notamment, pas uniquement bien sûr, mais notamment dogmatique. Catherine Moguin-Sicard, vous avez le même sentiment aussi de vous heurter parfois à ce dogme qu'évoquait Mme Cosse à l'instant ? Je rappelle que vous êtes vice-présidente de Limoges Métropole. Oui, alors c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça, mais je suis contente que vous l'ayez souligné. Il faut quand même recentrer le débat. On ne fait pas ça parce que ça nous fait plaisir ou parce que c'est plus joli. On le fait parce qu'il est question de lieu d'habitation de la population. Donc après, c'est un grand débat dans lequel je ne rentrerai pas. Est-ce qu'on démolit, est-ce qu'on ne doit pas démolir ? Est-ce qu'il y a quand même de vieilles cités, alors moi je parle de ce que je connais bien, c'est le secteur du Val-de-Laurence par exemple, où on a sur Limoges de l'habitat qui n'a pas été réhabilité, qui a été un peu abandonné, parce qu'il y avait peut-être d'autres priorités, c'est même pas le sujet. Simplement je pense que l'avantage, parce qu'il y a un coût sur la démolition aussi pour le bailleur, surtout si on n'est pas dans le cadre de l'ANRU. Nous, Limoges, alors je ne sais pas si on a de la chance ou pas. En attendant, il y a eu pas mal d'argent. Voilà, un projet sur 10 ans, plutôt ambitieux, avec une vraie vision globale. Donc, je ne veux pas qu'on soit négatif, parce que derrière, il y a vraiment des enjeux pour la population. Après, je pense que si on s'écoute trop, on ne fait rien. Donc, il faut utiliser tous les leviers possibles. Vous l'avez dit aussi, le fait que chaque quartier finalement est différent. Et on a des leviers, donc que ce soit politique publique ou simplement des actions avec les habitants. Ça peut passer aussi par de raccordement de réseaux de chaleur, ça peut passer par des jardins familiaux. Je crois que le panel est ouvert et il faut savoir s'en saisir. Parfait. Madame Boulmier, vous vouliez ajouter quelque chose ?
enfin, moi, je suis absolument, je suis absolument d'accord. Vous voyez, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est cette diversité de témoignages des acteurs qui ont réalisé, comme Stéphane, comme Jean-Luc, mais d'autres qui sont dans la salle, bien sûr. La vision des élus, qui est forcément une vision d'objectif et de réalisation, une vision d'ensemble que nous propose Emmanuel avec évidemment son expérience, et qui va être expérience, c'est-à-dire, vous verrez cet après-midi, il y a 2 tables rondes qui sont excessivement intéressantes. Hein. La première sur notre mission première, qui est celle d'amortisseur, et la deuxième qui est un enjeu important pour les années qui viennent, qui seront le nouvel aménagement des territoires avec la loi 3D, et avec Marcel Rougemont qui a présidé ce groupe de travail pour notre union sociale pour l'habitat avec tous les grands corps d'élus. Mais après tout, qu'on soit à 8%, 10%, 20% de passoires énergétiques, c'est pas grave. C'est grave parce que nous en avons. Et c'est grave parce qu'il faut que nous ajustions ce pourcentage-là. C'est grave parce que ça coûte de l'argent et qu'il faut que nous réussissions. Parce que c'est le pouvoir d'achat, c'est le salaire, c'est en effet l'idée du délaissement que l'on peut avoir dans les territoires. Et voyez, c'est grave si on ne voit pas la transition environnementale comme un acte de générosité. C'est-à-dire que la transition environnementale, elle ne doit pas se réduire à ce qui est interdit. Elle doit avoir une vision de confort. Elle doit avoir une vision qui nous donne envie à tous. Si on nous dit il ne faut pas prendre des bains, il faut prendre des douches, on est tous d'accord. Faut-il avoir une douche? Si on nous dit, etc., tout ce qui est ce cadre d'interdit est quelque chose qui d'abord n'est pas, qu'on ne reçoit pas facilement, et qui est un coup de plus contre la justice sociale que nous pourrions nous promouvoir. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est que nous sommes là, tous, mais en qualité de vice-présidente, je n'ai pas parlé évidemment de vos engagements HLM, qui sont, puisque vous présidez votre office, mais on est tout ça. Et peu importe que nos chiffres ne soient pas juste à la virgule, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'on soit d'accord pour le faire. Et donc, en ce qui concerne ce que disait Laurent, c'est important parce que Laurent, toute la semaine, il me faisait des tweets en me disant tu sais, là, on approche. Là, on va avoir une communication. Là, je travaille là-dessus parce que regarde ce qui va sortir. Ben oui, ça, c'est vrai, j'y crois. J'y crois parce que si l'Europe nous donne un cadre, si on est assez intelligent pour le rendre efficace sur les territoires, sans se perdre en disant c'est l'Europe, donc on n'en veut pas, se perdre en disant c'est l'Europe, c'est compliqué, ou se perdre en ajoutant trois couches d'obligations quand une nous suffirait bien, eh bien, on va en faire quelque chose. Voilà. Moi, c'est cet espoir-là que je porte avec vous, et j'aimerais bien que les uns et les autres, avant que nous puissions conclure cette table ronde, vous posiez une ou deux questions, et après je demanderai à Flavien, que j'ai vu quelque part, de me rejoindre. Voilà, on en vient donc aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques parmi les personnes qui sont parmi nous? Je vous demanderai à nouveau de vous présenter si vous souhaitez poser une question ou ajouter quelque chose à ce qui s'est dit. Ou témoigner. Ou témoigner. Pas de questions. Alors, avant de conclure, surtout avant d'aller déjeuner, on va remercier les intervenantes et les intervenants de cette table ronde. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et donc, nous allons convier Flavien Menu à nous rejoindre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus, on tient les délais. Et alors, je voudrais vous dire un petit tweet, un petit message que m'a envoyé Marcel tout à l'heure, en me disant c'est quand même bien, hein, tous ces témoignages et tout ce qui se fait. Et comme on était sur ces clins d'œil un peu privés, je lui ai dit oui, je pense que nous sommes les véritables aménageurs de la France, avec qualité et compétence. C'était juste entre nous, évidemment. Donc, simplement, vous voyez cette maison, là. Alors, Flavien va nous dire ce qu'il en est. Il en est l'architecte, avec sa compagne. Et ils ont été primés par la Villa Médicis. Et nous, quand nous cherchions un thème pour
notre stand pour le congrès, on s'est dit, mais c'est quoi le fil conducteur de la grande région de la Creuse au Pays Basque ? Et ben évidemment, c'est le bois. Alors on a réfléchi, et puis contact prix, etc. Nous avons établi cette collaboration qui est une collaboration triple. Notre union régionale, la région Nouvelle-Aquitaine et la ville de Bordeaux, et puis vous, qui en êtes les acteurs. Alors, moi, c'est un petit moment d'émotion. Hein. Tout ça a été en partie fait dans mon département, très rural, le Lot-et-Garonne, 340 000 habitants. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans le fer de lance de l'extrême urbain. Et ben voilà. N'empêche que les compétences sont passées par Rome pour arriver ici. Tous les chemins y vont. Il y en a même qui reviennent. Et nous en sommes très fiers. Donc, nous allons déjeuner à 13h. Jusqu'à 13h, on a 5 minutes. Et Flavien va nous dire un mot de la maison. Et vous allez pouvoir la visiter avec beaucoup de plaisir. À vous. Merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est une très belle aventure, ce pavillon proto-habitat, comme on a pu l'appeler au cours des différents échanges qu'on a eus avec l'Union HLM. C'est un plaisir et une émotion immense de voir cette maison aujourd'hui construite ici dans le jardin public. C'est un projet qui a été conçu, financé et construit en 9 mois, avec une crise du Covid entre-temps. Donc ça montre aussi à quel point les acteurs qui nous ont accompagnés ont cru en ce projet, parfois avec un peu de naïveté. Madame Cos, vous disiez qu'il faut un peu de naïveté parfois pour engager des projets comme celui-ci. Il en a fallu beaucoup, mais aussi de l'opiniâtreté avec tous les différents acteurs qui nous ont accompagnés. Et pour que la recherche qu'on a menée pendant 1 an à la Villa Médicis à Rome, elle ne reste pas non plus que dans cette tour d'ivoire de la Villa Médicis à Rome, et qu'elle vienne aussi sur les territoires avec ce pavillon aujourd'hui qui vient la cristalliser. Et d'avoir à nos côtés l'Union sociale pour l'HLM, ça donne aussi beaucoup d'importance sociale à ce projet, puisque c'est un beau projet, c'est un projet qui porte des valeurs sur les modes d'habiter. À l'époque, on parlait beaucoup de habiter et travailler. Alors on disait oui, habiter, travailler. Pendant la crise, tout le monde s'est mis à travailler chez lui, et habiter, travailler, ça a commencé à prendre une nouvelle forme de réalité. Il porte des valeurs comme celle-là, et on est très content de le voir aujourd'hui ici, et c'est avec grand plaisir qu'on peut vous faire des visites pendant le déjeuner pour vous expliquer un peu sa conception, les valeurs que le projet porte, et puis l'aventure que ça a été aussi, parce que c'est une vraie aventure, avec tous les acteurs filière bois de la Nouvelle-Aquitaine pour mettre ce projet en place. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Flavien Menu ? Pas de questions, mais des visites déjà prévues, j'ai l'impression. Oui, voilà, on pourra échanger plus personnellement sur le pavillon. Parfait. Merci, bon appétit à toutes et à tous. On se retrouve à 14h30 pour la table ronde suivante.